c'est beau, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. De 18h à 20h, on va refaire l'actualité sportive au plan national, en Franche-Comté également. On parlera football, on parlera de la Ligue 1, de la Ligue 2 avec la page spéciale consacrée au football club Sochaux-Montbéliard. On parlera également de la Nationale 3 car ça a bougé ce week-end. On reviendra également sur le handball. Et puis on parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé, mais on va parler tout de suite de l'Europa League. Alors je suis désolé pour ceux qui comptaient nous suivre sur le Facebook Live, mais il y a un gros problème avec les PC portables, donc je pense qu'il y a un petit souci technique que j'ai beaucoup de mal à régler. Donc je vais essayer de le régler en tout cas pendant cette émission. Mais en tout cas, vous pouvez nous suivre sur le 99.5, sur radiochalombesançon.com et puis j'espère bientôt sur le Facebook Live dès qu'on aura résolu le souci. Eh bien, on va commencer tout de suite. On va parler un petit peu de cette Europa League avec la défaite, certes, de l'Olympique de l'Olympique de Marseille. On va pas remettre le aller Sochaux, on est parti sur l'Europa League. Et on espère en tout cas que Sochaux sera, en tout cas peut-être pas bientôt en Europa League car il y a encore un peu de chemin, mais en tout cas dans les années à venir on l'espère. Et on va revenir justement sur cette Europa League et l'Olympique de Marseille qui s'est imposé du côté du Red Bull Salzbourg dans un match qui a été très compliqué où les Autrichiens menaient 2-0 et finalement c'est Rolando qui va délivrer le peuple marseillais en inscrivant la réduction du score, mais ça suffit sur l'ensemble des deux matchs. L'Olympique de Marseille qui va directement en finale. Ça fait du bien tout de même de voir un club français atteindre la finale et ce sera contre l'Atlético Madrid. On va écouter justement le résumé de cette rencontre entre le Red Bull Salzbourg et l'Olympique de Marseille. 90 minutes minimum pour marquer l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et ce soir, l'Olympique de Marseille se déplace à Salzbourg pour la demi-finale demi-finale retour d'Europa League. Attention, on est dans l'axe là de la défense marseillaise et le arrêt, la première arrêt là de Yoann Pelé. Oh là, c'était dangereux, il avait relâché le ballon. C'est pas terminé avec Saint Sekou. Cette fois-ci, ce sera dans la niche. Tranquillement du portier marseillais. Florian Thauvin qui met ce ballon en profondeur pour Valère Germain. Germain qui attend le départ de Dimitri Payet. Payet qui est servi à l'entrée de la surface. Payet qui se met sur son pied droit. Payet pour Germain. Valère Germain. Oh, la reprise qui passe à côté des cages d'Alexander Valk. Oh, que c'était bien joué cette action. Leiner avec Aïdara. Aïdara qui accélère et qui se défait du marquage de Morgan Sanson. Il est passé à Aïdara, il est dans la surface. Et le but. Oh, le but pour Salzbourg. C'est Amadou Aïdara. Avec Leiner sur le côté, Leiner qui est parvenu à donner ce ballon à Aïdara, le centre d'Aïdara. On est encore dans la surface de réparation. Le deuxième but. Le deuxième but pour Salzbourg. Bounassar avec Florian Thauvin. Allez, Thauvin qui se place sur son pied gauche. Thauvin le centre, c'est dans les bras d'Alexander Valk. Allez, Payet dans la surface. Payet qui va tenter de centrer. C'est fait, centré au deuxième poteau. Thauvin à la tête. Oh, le transversal pour l'Olympique de Marseille. Ce gardien, je crois qu'il la sort. Allez, Payet, c'est tiré. Allez, pourquoi pas. Et le but. Le but pour l'Olympique de Marseille. Rolando. Il est là, le but. Le but qui qualifie l'Olympique de Marseille en finale de l'Europa League. 115e minute de jeu. Rolando est entré en jeu. Et c'est lui qui reprend ce ballon, ce corner, cet énième corner du capitaine Dimitri Payet. Eh oui, sur un corner qu'on ne devait pas avoir. Et heureusement, l'arbitre a sifflé corner et ce plat du pied tranquille qui vient tromper le gardien autrichien. Superbe coup franc au deuxième poteau. Tout le monde passe à travers, sauf Rolando qui, le plat du pied, vient mettre ce ballon à ras du poteau pour tromper. Fabuleux.
très 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 bon pour les Marseillais. Ça y est, c'est fini. Et c'est terminé. Marseille est en finale de Ligue Europa. 90 minutes minimum pour marquer l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et ce soir, l'Olympique de Marseille se déplace à Salzbourg pour la demi-finale demi-finale retour. Demi-finale retour, oui, on va pas leur mettre une deuxième fois, on l'a déjà écouté une première fois, c'était déjà bien de voir Marseille en finale. Eh bien, cette fois-ci, on va écouter la joueur des joueurs marseillais dans le vestiaire avec également Rudy Garcia qui fait son petit commentaire. Vous allez écouter. D'aller en finale, c'est pas une fin en soi. Ça donne pas la Ligue des Champions direct et ça donne pas de titre, ok? Donc avec tout le respect qu'on a pour notre futur adversaire, on sera outsider, mais on va aller en finale pour gagner la coupe. Et autre chose, on est en finale! On est en finale! On est en finale! On est en finale! On est là! On se voit à Lyon. Merci. Non, on va pas leur mettre une deuxième fois. Je sais pas ce qu'il y a ce soir. Les sons partent en deux fois. Tout part en deux fois. Et également sur le Facebook Live, ça ne fonctionne toujours pas. Bon, il y a un gros souci qui sera peut-être résolu d'ici la fin de l'émission. Enfin, on va essayer de le faire avant la fin, sinon ça ne servira pas à grand-chose. On va écouter également Rudy Garcia, l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Forcément très satisfait à la fin de cette rencontre. Ah, quand c'est dur, c'est encore meilleur, comme on dit. Donc, non, je suis content pour les joueurs, je suis content pour mon staff, je suis content pour le club, je suis content pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Mes dirigeants, on mérite tous d'aller en finale. Ce soir, le scénario a été un scénario, encore une fois, fantastique en Coupe d'Europe parce qu'on a marqué au bout du match, au bout du temps additionnel. Voilà, par un joueur qui est rentré en jeu. Voilà, j'ai fait rentrer Rolando comme un grand attaquant pour qu'il marque. Et puis il l'a fait. Donc non, je suis ravi pour le groupe. Je suis ravi pour le groupe et pour nos supporters, voilà, le peuple marseillais et même les Français qui se sont mis à aimer cette équipe. Et ils ont raison de l'aimer parce qu'elle donne tout, elle joue en équipe, elle a du caractère. Donc on va emmener le peuple marseillais à Lyon en finale et on fera tout pour gagner ce trophée, même si évidemment on ne sera qu'outsider contre l'Atlético de Madrid. Ouais, c'est ça. Si on nous avait dit quand on a démarré la campagne d'Europa League à Ostende qu'on irait en finale d'Europa League, on aurait signé des deux mains, effectivement. Maintenant, on a laissé un peu de gomme aujourd'hui, comme on dit. On va vite récupérer pour dimanche. Le match va arriver vite. On reste sur place, c'est plutôt bien. Et il faut se remettre la tête au championnat parce que ce soir, on a un peu la tête dans les étoiles, mais on n'a encore rien gagné. Donc, pour faire de cette saison une saison mémorable, il faut rentrer sur le podium ou gagner l'Europa League. Ah oui, on les a entendus tout le temps. Ils n'ont pas baissé de pied comme nous. Ils n'ont rien lâché. Ils ont été fantastiques. C'était magnifique, la communion avec nos 1500 fans, nos 1500 supporters à la fin. Ils le méritent aussi. Ils font des efforts, ils font des sacrifices. Ils nous suivent, ils nous supportent. Donc voilà, c'est la moindre des choses d'avoir tout donné ce soir et de leur avoir offert une finale. On a reçu quelques photos de Marseille. Il paraît que le Vieux-Port est en ébullition, toute la ville, et on a l'impression que... C'est génial, c'est vraiment génial. Merci à eux, merci à tous. Ah, quand c'est dur, c'est encore meilleur, comme on dit. Donc non, je suis content pour les joueurs, je suis content pour mon staff, je suis content pour le club, je suis content pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Mes dirigeants, on mérite tous d'aller en finale. Ce soir, le scénario a été un scénario, encore une fois, fantastique en Coupe d'Europe parce qu'on a marqué au bout du match, au bout du temps additionnel. Voilà, par un joueur qui est rentré en jeu. Voilà, j'ai fait rentrer Rolando comme un grand attaquant pour qu'il marque. Et puis il l'a fait. Donc non, je suis ravi pour le groupe. Je suis ravi.
Non, on arrête. Finalement, le son est reparti encore une fois, décidément, ce soir. Il va falloir surveiller les sons car tout part en 2 fois et on vient de me signaler que le micro marchait peut-être pas. Ça se trouve, on m'entend même pas. Donc, c'est tout va bien, on est bien. Donc, on va écouter tout de suite Adil Rami, lui qui revenait justement sur cette qualification et sur le fait qu'ils allaient aller du côté de Marseille pour tout casser. Mais pour tout casser, surtout sportivement. Ça fait chaud au cœur, comme je le disais auparavant, on a fait un long chemin. Moi je me souviens encore des critiques qu'il y a eu envers nous. On a joué en Europa League contre Konyaspor à la maison où il n'y avait que 10 000 spectateurs. Et c'est vrai que notre force a été le caractère. Caractère, on y a cru. Et au final on a réussi à réunir tout le monde, tout le peuple marseillais a cru en nous. Et au final on est arrivé ici, voilà, on a en finale. On a réussi à ouvrir des fan zones, on a réussi à faire vibrer pas toute la France parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui voulait qu'on aille en finale à Lyon, mais on l'a fait. Et puis je m'y attendais qu'on allait souffrir, mais pas à ce point-là. On est tombé sur une valeureuse équipe de Salzbourg et là je plains mes coéquipiers déjà pour dimanche parce que psychiquement ça va être compliqué pour eux de retomber. C'est un match important dimanche. Moi je joue pas donc voilà, mais je serai de tout cœur avec eux et maintenant ça continue. Je sais pas c'est qui alors, c'est l'Atlético. Ça va être pas mal, voilà, ça va être un gros match. En tout cas, voilà, on aura offert une magnifique expérience à tout le peuple marseillais. Maintenant qu'on est en finale, il faut gagner cette finale. Maintenant, si je peux mettre une toute petite parenthèse, voilà, on va aller faire cette finale à Lyon. Respecter le sport. Essayer là, on le sait, Marseille, c'est le meilleur public de France. Mais bon, on va pas tout casser, on va tout casser sportivement et on va enflammer ce stade, mais tout dans le respect. Voilà. Ça fait chaud au cœur, comme je le disais auparavant, on a fait un long chemin. Bon, décidément, tout part en double. Donc ce soir, c'est tout double, hein, vous le saurez. Donc, on va tout écouter en double. Non, on va essayer de s'arrêter un petit peu avant. C'était Adil Rami qui disait surtout oui, que l'Olympique de Marseille allait du côté du Parc OL affronter l'Atlético Madrid, forcément en outsider. Mais qu'ils allaient là-bas, non pas pour tout casser, comme on a pu le voir chez certains supporters de l'OM, mais tout casser sportivement, c'est quand même beaucoup mieux. On va tout de suite... passer du côté de la Ligue 1 et de ce qui s'est passé lors de cette journée. Il y a eu quelques rebondissements. On commence à s'approcher de la fin, c'est l'avant-dernière journée, donc forcément il y a des équipes plus ou moins bien, des équipes qui sont reléguées, d'autres qui sont en train de jouer les places européennes. Et en tous les cas, ça nous fait une belle fin de championnat. Et on va écouter tout de suite le générique. Bon, décidément, le jingle Ligue 1 part également en double. Donc ce soir, c'est du doublon à tous les niveaux. Allez, on va commencer justement à parler de cette Ligue 1, de ce qui s'est passé ce week-end. Après, j'attends confirmation qu'on me dise si on m'entend bien, parce que apparemment, ça se trouve, on ne m'entend même pas. Donc ça va être compliqué de continuer comme ça. En tous les cas, on va parler justement de ce qui s'est passé pour cette 36e journée de Ligue 1. Ça a commencé déjà ce vendredi par le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté d'Amiens. Amiens n'a pas encore sûr d'être maintenu. En tous les cas, ils étaient partis pour rester en Ligue 1. Il suffisait juste d'un petit point. Et ce petit point, ils l'ont eu face au Paris Saint-Germain. Et pourtant, c'est Paris qui ouvre la marque dès la 26e minute de jeu par Edinson Cavani. Et c'est finalement Moussa Konaté qui va égaliser pour cette équipe d'Amiens avant que le Paris Saint-Germain ne reprenne la main avec Nkunku à la 64e minute de jeu. Et c'est finalement un doublé pour Moussa Konaté à la 80e minute de jeu qui offre l'égalisation et surtout le petit point qui manquait à cette équipe d'Amiens pour obtenir ce fameux maintien. Eh bien, justement, on va écouter la réaction du gardien Gertner qui lui indique que le maintien est acquis. Et on va il va regarder surtout la Coupe du Monde à la télé. Et Marquinhos, le Brésilien de cette équipe du Paris Saint-Germain, qui lui dit on a manqué d'efficacité dans cette partie et on va les écouter. On
On assure ce soir officiellement le maintien en Ligue 1. Donc, voilà, c'est une super soirée. C'est une des plus grandes équipes d'Europe. Donc voilà, c'est bien et c'est une super soirée. On va essayer de bien finir à domicile samedi prochain contre Metz pour de nouveau, j'espère, avoir un stade plein avec les supporters qui répondent présents comme ça. C'est toujours plus sympa et voilà, de tout donner, de tout faire pour gagner ce dernier match à domicile. Et ensuite, il y aura un gros déplacement à Marseille dans un stade sans doute complet parce qu'ils jouent la finale d'Europa League, je crois, dans la semaine. Donc voilà, c'est super fin de saison. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres dans la saison, plus compliqués. Donc voilà, on a su sortir de ces moments-là, mais c'est vrai que c'est psychologiquement aussi usant et voilà, les vacances vont vraiment faire du bien pour recharger les batteries aussi. Donc, voilà. J'ai une belle Coupe du Monde à regarder à la télé. Donc, non, à regarder à la télé. Si on analyse bien le match, on a eu quand même des opportunités pour élargir le score. Bon, ils arrivent à bien tenir le score et bon, après ils marquent des buts pour les égalisations. Mais je pense que bon, dans l'ensemble du match, on a essayé de pousser, on a essayé d'avoir plus d'envie que le dernier match à la maison. Mais bon, on a eu la maîtrise un peu, mais bon, ça nous a manqué d'efficacité défensivement et offensivement pour gagner ce match. On assure ce soir officiellement le maintien en Ligue 1. Donc voilà, c'est une super soirée. C'est une des plus grandes équipes d'Europe. Donc voilà, c'est bien et c'est une super soirée. On va essayer de bien finir à domicile samedi prochain contre Metz pour de nouveau, j'espère, avoir un stade plein avec les supporters qui répondent présents comme ça. C'est toujours plus sympa. Et ça repart encore en double, décidément. Il y a un petit problème avec le lien vidéo. Enfin, vidéo, plus ou moins audio. Allez, on va passer cette fois-ci au dimanche. Oui, car il n'y a pas eu de Ligue 1 ce samedi. Les matchs étaient en tout cas tous ce dimanche. Alors, on va continuer avec justement Saint-Étienne-Bordeaux. Avec Bordeaux qui est allé s'imposer du côté de Saint-Étienne 3-1. Avec le premier but qui est l'œuvre de Rémi Cabella, 28e minute de jeu sur penalty. Et dans la foulée, une minute plus tard, Younous Sankaré à la 29e va égaliser pour cette équipe de Bordeaux. Avant que Jules Koundé à la 36e minute de jeu n'inscrive le second but pour Bordeaux. Et c'est finalement Malcolm à la 90e qui parachève le succès des Bordelais 3-1. On va justement écouter la réaction de Loïc Perrin, le défenseur central de l'équipe de Saint-Étienne, qui lui dit on n'a pas eu la réussite, on ne va pas tout remettre en cause ce soir, ou plus du moins cet après-midi. Et de Jules Koundé, le Bordelais, quand on joue comme ça, c'est difficile de nous battre. Et en tout cas, il a raison, c'est ce qui s'est passé. Je pense que là, la réussite qu'on a eue sur certains matchs, ce soir on l'a pas eu, quand on touche 2 fois les poteaux, quand on loupe un penalty. On avait la possibilité quand même de revenir à 2-2, notamment en deuxième mi-temps. La réussite nous a fui. Après, faut pas tout remettre en question parce qu'on a perdu ce match. C'est sprint final, c'est dommage. Il reste 2 matchs pour essayer de finir le plus haut possible. Et puis voilà. Il vaut mieux être là où on est qu'au fond du classement. Donc forcément, on a des matchs intéressants à jouer et on a quelque chose à jouer. Donc on va le jouer à fond. Ce soir c'est un coup d'arrêt, c'est comme ça, on va essayer de relever la tête à Monaco. On joue comme ça, on est très difficile à manœuvrer et ils ont eu des situations à la fin parce que voilà, ils avaient envie et que nous on était un peu trop attentistes. Et Ben nous sauve comme je l'ai dit et ça nous fait du bien et après on marque ce 3e but et le match est fini. Et oui, c'était justement les réactions du côté de la rencontre entre Saint-Étienne et Bordeaux. On va passer au prochain match. C'est l'Olympique lyonnais qui, à 16h30, recevait 3 et était dans l'obligation forcément avec son match, en tout cas son match à distance face à l'Olympique de Marseille de s'imposer. C'est ce qu'ils ont fait, les hommes de Bruno Genesio. Ils se sont imposés face à cette équipe de l'OL, 2 buts à 0. Avec, on va regarder, 3 buts à 0, pardon, j'en ai oublié un. À Bertrand Traoré qui s'offre un doublé, 28e et 35e minute de jeu. Et Maxwell Cornet à la 88e minute de jeu. Et ça fait 3 à 0 pour cette équipe de Lyon. On va écouter la réaction de l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio qui lui souligne l'état d'esprit dans le club lyonnais. Tout le monde va dans le même sens. Et de Benjamin Nivet. On a bousculé cette équipe de Lyon, mais on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour espérer quelque chose. On va les écouter.
ce qui est le ressort pour moi et le point de départ le plus important, c'est la solidarité dont on a fait preuve et qu'on a affiché après le match de Moscou ici, où on était tous touchés, tous très déçus, presque abattus après cette élimination à domicile. Et 2 jours après, on allait à Marseille, où on savait qu'on jouait certainement notre saison sur ce match. Je crois que la solidarité qu'on a montrée à tous les étages du club, là je parle bien sûr du staff, des dirigeants, des joueurs, mais aussi de tout un club. On a senti que tout le club nous faisait entièrement confiance. Je pense que ça a été le point de départ de notre remontée jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il y a le goal average qui peut compter à la fin de saison parce que tous les points vont compter. Donc c'est très très serré. Donc maintenant il va falloir aller faire 2 exploits sur les 2 derniers matchs parce que je pense qu'il va peut-être falloir aller chercher les 6 points. On verra selon les résultats, mais on espérait faire un coup ce soir. Maintenant il nous reste plus que 2 matchs. On n'a plus trop de calculs à faire et prendre le max. Et je pense qu'on n'a pas vu un grand Lyon, donc du coup on aurait pu faire un coup là. On n'a pas joué le match encore qu'il fallait, quoi. On a lutté, on a fait beaucoup d'efforts, mais il fallait en faire plus pour gagner ce match ou au moins ramener quelque chose parce que Lyon nous a laissé des espaces pour pouvoir faire quelque chose et malheureusement on n'a pas su en profiter. Allez, c'était l'Olympique Lyonnais face à 3. Ça y est, on a retrouvé le Facebook Live. En tout cas, j'espère, parce que j'entends pas forcément la voix dans les haut-parleurs. Donc, on a peut-être reperdu les haut-parleurs. Enfin, on va voir ça, on va régler cette histoire. On va passer au prochain match. À 17h, il y avait un autre match, un match très très important pour les 2 équipes. C'était Toulouse qui recevait Lille. Et c'est finalement Lille qui s'est imposé face à Toulouse 3-2. Et ça commence très tôt avec Nicolas Pepe qui, dès la 6e minute de jeu, offre le premier but à cette équipe de Lille, suivi 3 minutes plus tard de l'égalisation de Corentin Jean pour Toulouse. À la 9e minute de jeu, ça fait 1 but partout. Et c'est ensuite Christophe Julien, le défenseur de cette équipe de Toulouse, qui inscrit le second but pour cette équipe toulousaine. Ensuite, c'est Bissouma à la 80e qui offre l'égalisation à Lille avant que Nicolas Pepe récidive, je vais y arriver. c'est mieux comme ça quand on met toutes les syllabes dans le même ordre. Et c'est finalement c'est Nicolas Pepe à la 82e qui offre la victoire 3-2 à cette équipe de Lille. Une victoire très très importante. Et on va écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur toulousain Michael Debev qui lui dit on se devait de ne pas perdre. On est dans une position très délicate. Et le buteur, auteur de 13 réalisations cette saison, Nicolas Pepe, qui dit on a fait le match qu'on devait faire pour l'emporter face à cette équipe de Toulouse. Scénario catastrophe, on se devait de l'emporter ou au moins de ne pas perdre pour rester devant Lille. Ça n'a pas été le cas. On commence très mal le match. On a la possibilité par 2 fois sur des coups de pied arrêtés de revenir et d'être en menant à la mi-temps, on pense, je ne vais pas dire avoir fait le plus dur, mais dans une position plutôt favorable et de pouvoir gérer au mieux cette fin de match. Et ça n'a pas été le cas. On a craqué défensivement. Et voilà, donc on a été puni par Lille et on se retrouve maintenant dans une position délicate. Bien sûr, voilà, c'est à notre mérite parce qu'on a fait une très grosse deuxième mi-temps. On va dire même une mi-temps d'hommes parce que voilà, on s'est parlé dans le vestiaire. Voilà, on a dit qu'on doit jouer comme des hommes aujourd'hui parce que c'est un match d'hommes. Et voilà, ça s'est joué sur le mental. Et ce soir, je pense que on a eu les capacités de revenir au score et je pense que pour ce match-là, ça va être grand. C'est sur tout un match justement. Voilà, on l'a fait sur 45 minutes, mais on est revenu au score, on a même gagné. Et voilà, on aurait dû faire ça depuis le début de la saison, mais voilà, si on fait ça là aussi, c'est parce que c'est le destin, c'est comme ça et on va continuer, on va essayer de gagner nos 2 prochains matchs pour assurer notre maintien. Oui, mais après, voilà, c'est aussi à l'aide de mes coéquipiers qui me donnent les ballons. Parce que voilà, une équipe, c'est à 11, même 22. Voilà, grâce à mes coéquipiers, j'arrive à marquer et c'est bien pour le collectif et j'espère qu'on va réussir à se maintenir avec mes buts. Eh bien oui, on espère pour cette équipe de Lille qu'elle va réussir à se maintenir. Lille qui est 16e avec 35 points. On passe au prochain match avec Rennes qui recevait Strasbourg. Et c'est Rennes qui va s'imposer dans cette rencontre 2-1 avec dès la 14e minute de jeu un penalty de Bourigeaud. Et c'est ensuite Ounou qui va donner un avantage un peu plus conséquent à cette équipe de Rennes 2-0 avant que Dimitri Liénard, qu'on connaît bien du côté de la Franche-Comté à la 66e minute de jeu, qui offre la réduction du score pour cette équipe de Strasbourg qui ne reviendra pas dans cette rencontre. Et c'est finalement un bon coup que réalise cette équipe de Rennes qui est 5e avec 54 points.
On va écouter la réaction du côté de Thierry Lauré. Et voilà ce qu'il a dit, parce qu'il n'y a pas eu de réaction vidéo. Les Rennais ont su faire fructifier les occasions qu'on leur a données. On le regrette, on est très déçus. On va regarder les conséquences au classement et se battre jusqu'au bout. La situation n'est pas des plus réjouissantes. Il est simplement dommage que l'on se soit sabordé à cause de 2 erreurs. Je ne vais pas blâmer qui que ce soit. C'est l'histoire d'un match. Les Rennais se sont servis avec les munitions qu'on leur a données. Et là, on va entendre les réactions cette fois-ci de Bourigeaud, de André. Ils reviennent un peu sur le même constat. On aurait aimé gagner dans la facilité. Un peu mieux négocier les situations et se mettre à l'abri bien plus tôt. Mais voilà, c'est vrai que des fois, les circonstances font que des fois le match reste compliqué. Il y avait l'équipe qui jouait leur maintien, donc ils ont joué leur va-tout. Mais c'est vrai que ce soir, il faut retenir les 3 points et c'est le principal. Ouais, ils ont poussé jusqu'au bout. Donc c'est sûr que ça a été difficile, un petit peu à l'image du match contre Toulouse, où on a quand même su trouver les ressources mentales et physiques pour maintenir le score. Et voilà, c'est le plus important. C'était les 3 points, ils sont là, donc maintenant à nous de préparer pour Paris. Les victoires à l'arrache comme ça, c'est souvent les plus belles. Après, c'est sûr qu'on aurait aimé gagner dans la facilité. Mais voilà, il y a une équipe de Strasbourg aussi qui a rien lâché, qui s'est accrochée. On a essayé d'être le plus efficace possible. Malheureusement, on prend un but ce soir et on aurait pu peut-être marquer plus facilement sur quelques-unes de nos occasions qu'on a et se mettre à l'abri plus rapidement. Mais voilà, comme j'ai dit, l'essentiel est fait et c'est une victoire importante qui va compter pour la suite. Bah oui, c'est une victoire importante pour cette équipe de Rennes qui, je le rappelais, est 5e avec 54 points et est en course pour les places européennes, même si ça se rapproche derrière avec Saint-Etienne qui est 6e avec 52 points. On va passer cette fois-ci, on va aller du côté de Nantes. Nantes-Montpellier, un match où les Nantais ont vraiment beaucoup de mal en ce moment à faire quelque chose, en tout cas à engranger des victoires. Et c'est finalement pas encore face à Montpellier qu'ils vont prendre 3 points, car c'est Montpellier qui va s'imposer dans cette rencontre, avec un but de Keegan Dolly à la 51e minute de jeu. Et le deuxième buteur est Isaac Mbenza à la 63e minute de jeu. Et c'est Montpellier qui s'impose 2-0. On va écouter la réaction d'Adrien Thomasson, qui lui fait le constat que rien ne va en ce moment. Et de Michel Derzakarian qui lui dit, il rappelle que Ranieri est un grand monsieur. Et on lui pose la question avec Valdemar Kita. On sait qu'il ne s'était pas forcément quitté en bons termes. Il répond qu'il n'y a rien à dire sur ce sujet, que c'est du passé. Si on arrive à scorer en première mi-temps, c'est un autre match, mais voilà. Malheureusement, on est dans une très mauvaise période, donc ce qui fait qu'on est en perte de confiance totale. Et on a bien vu qu'en deuxième mi-temps, dès qu'on avait encaissé un but, après c'était difficile. Ce que j'ai dit, c'est franchement quand on a pris le but, après on a l'impression qu'on a plongé directement, donc malheureusement c'est comme ça. Ouais, après quand rien ne va quoi. On a bien vu que voilà le penalty, après des fois on prend certes des beaux buts, mais des frappes qui sont dans les petits filets, donc c'est sûr que c'est une période très très compliquée. Ouais. Oui, bien sûr, on va rester soudés jusqu'à la fin. Il faut vraiment pas qu'on s'éparpille chacun de notre côté. Et il faut qu'on finisse le mieux possible pour mieux représenter au mieux notre maillot, le club. Monsieur Ranieri, c'est un grand coach. Il a prouvé beaucoup de choses que voilà, moi ça fait 15 ans que j'entraîne. Ça fait 10 ans que j'entraîne dans l'élite. Voilà. Je veux dire, il a beaucoup plus d'expérience que moi, beaucoup plus de qualité. Après, quand on parle, il faut réfléchir aussi. Normalement, il faut pas dire il faut réfléchir quand on parle. Non, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. C'est un épisode qui est derrière nous, c'est fini. Pas de problème. L'important, c'est qu'on soit devant Nantes ce soir et qu'on soit toujours à la lutte pour l'Europe. Ben oui, qu'on soit toujours à la lutte pour l'Europe, c'est ce qu'indiquait Michel Derzakarian, et le reste, c'est du passé. Et ben oui, cette équipe de Nantes qui est 10e avec 46 points, et Montpellier est devant avec 3 points de plus, 49 points en 8e position. Une belle saison en tout cas pour Michel Derzakarian et cette équipe du Montpellier Hérault.
On passe cette fois-ci à Caen, une équipe qui glisse doucement vers le bas du classement. Caen qui recevait l'équipe de Monaco. Et c'est Moussa Sylla pour Monaco qui va ouvrir la marque dès la 12e minute de jeu. 1-0 pour Monaco. Et finalement, Ivan Santini à quelques minutes à la 40e avant la mi-temps, la pause dans cette première période, inscrit le but égalisateur. Et c'est finalement un doublé pour Moussa Sylla, la 90e minute de jeu, qui permet à cette équipe de Monaco de prendre 3 points. 3 points, ça fait longtemps qu'elle ne les avait pas pris, depuis la claque reçue par le Paris Saint-Germain où elle avait pris 7 buts. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Mais là, en tout cas, Leonardo Jardim, lui, a fait tourner son effectif. Il a mis des jeunes joueurs. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ces jeunes joueurs, en tous les cas, ont brillé. Et on va écouter tout de suite la réaction de Patrice Garand qui lui dit, forcément, les garçons sont déçus ce soir. Et Leonardo Jardim, lui, il est plutôt fier de ces jeunes joueurs car ça représente l'avenir de Monaco. Ben oui, mais la réalité, c'est celle-là. On ne peut pas la changer, on a perdu le match. Alors après, on a fait le match qu'on voulait faire. Je vois pas ce que je peux reprocher aux joueurs dans l'investissement, enfin dans tout le contenu du match. Je trouve que c'est effectivement un très très bon match, mais on l'a perdu. Donc ça nous met dans une situation qu'il faudra assumer jusqu'au bout, il faudra se battre jusqu'au bout. Si on les avait tous fait comme ça, voilà, on ne serait pas là. Alors la situation, il ne faut pas non plus en faire un drame. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des possibilités, il y a encore des équipes qui sont derrière. Mais ce soir, c'est quand même dur, je trouve, pour les joueurs, c'est dur à encaisser. Bien sûr que s'il y a aujourd'hui, pour les personnes qui regardent les matchs, les 2 buts, pour lui, une valeur. Mais en même temps, Serrano fait un top match. Latéral gauche, Imbola, c'est un jeune aussi de 18 ans, il est très bien. Pierre, avec 17 ans, il a essayé de donner le maximum. Il a entraîné seulement 3 jours puisqu'il arrive d'une blessure, d'une chirurgie. Indora aussi déjà joué cette année. C'est tout jeune qu'il a de qualité. Ils sont jeunes que c'est déjà le présent, mais aussi le futur d'AS Monaco. Le futur de l'AS Monaco, oui, c'est forcément comme dans beaucoup de clubs, le futur c'est aussi les jeunes joueurs et à un moment donné, il faut les mettre sur le terrain. C'est ce qu'a fait Leonardo Jardim, mais en tout cas, ça lui a souri. Allez, on part du côté d'une équipe qui était forcément très mal en point. On va parler du Football Club de Metz qui recevait l'équipe d'Angers. Angers qui va se maintenir dans cette Ligue 1. Et puis finalement, c'est Angers qui va remporter ce match. Pourtant, c'est Metz qui a ouvert le score par Florent Mollet à la 20e minute de jeu, 1-0. Et c'est finalement en fin de match, à la 90e, que Flavien Tête et Pavlovic vont crucifier cette équipe de Metz. En l'espace de 2 minutes, ils vont prendre 2 buts. Décidément, cette équipe de Metz, rien ne lui sourit. Et surtout, elle est reléguée en Ligue 2. Donc on la verra la saison prochaine du côté du stade Bonal. On va écouter la réaction de Jonathan Rivierez qui lui dit il est très déçu ce soir. Metz s'en relèvera. En tout cas, je l'espère. Et Stéphane Moulin qui lui est peiné pour ce club de Metz. Et également, il a une grosse pensée pour Frédéric Hans. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, on a fait le nécessaire. Je pense qu'on a montré qu'on avait encore du respect pour notre maillot. Malheureusement, on n'a pas fait 95 minutes. Et il y a ces 2 minutes qui font tout tomber à l'eau. Je suis déçu. Moi, ça va faire ma 4e année ici. On fait un va-et-vient. Donc je suis vraiment déçu pour tout le monde, pour tout le peuple ce soir Grenat. Mais j'espère qu'il y aura des jours meilleurs. Bien sûr, le club peut s'en relever. Après, il faut tout mettre en œuvre pour ça. Et c'est nous les joueurs les premiers qu'il faut qu'on montre qu'on a du respect pour ce maillot. Et on ne l'a pas fait ce soir. Oui, j'ai une petite pensée évidemment pour Fred et puis son groupe et son club. Parce qu'ils ont très mal démarré la saison. Ils n'ont jamais pu s'en remettre malgré un sursaut sur cette fin de saison. Et je sais combien ils vivent des moments difficiles. Mais ils ont su rebondir il n'y a pas si longtemps après une descente. Je leur souhaite de rebondir aussi vite et de la même manière. Et c'était justement Jonathan Rivierez et Stéphane Moulin avec leur réaction. On passe à la prochaine rencontre. C'est Dijon-Guingamp et c'est Dijon qui va s'imposer dans cette rencontre 3-1 avec un but du Coréen Chang-Hoon à la 34e minute de jeu.
suivi de l'égalisation des Boas pour l'équipe de Guingamp. Et c'est finalement Cédric Yambéré qui, à la 65e minute de jeu, va offrir un avantage à cette équipe de Dijon 2-1 avant que Naïm Sliti à la 90e n'offre la victoire à l'équipe de Dijon 3-1. On va pas écouter, surtout vous allez écouter ma voix car il n'y avait pas de réaction à l'issue de ce match. La réaction d'Olivier Dalloglio, au début du match, nous sommes un peu retombés dans nos travers de petites fautes techniques qui ont cassé pas mal d'actions. On a été un peu brouillon au départ, peut-être un peu surpris aussi par la chaleur. C'est vrai qu'il faisait très chaud. Ça a été le cas pour les deux équipes. C'est vrai qu'on a un petit peu subi. Le fait de pouvoir marquer, ça a soulagé tout le monde. Il y a eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. C'était plutôt intéressant. Après, Guingamp marque dans un temps fort du DFCO parce qu'on n'était pas vraiment en danger. Sur un coup de pied arrêté, on relance l'équipe adverse. Ça m'a fait un petit peu peur. Derrière, on ne s'est pas démobilisé comme on peut le faire habituellement. Après, il y a eu pas mal d'occasions et il fallait finaliser. Ça se joue à pas grand-chose. Cédric Yambéré a été assez vif sur le second ballon, sur le corner. Ça fait plaisir aussi de marquer sur coup de pied arrêté, car ça ne nous arrive pas tous les jours. Le deuxième but a assommé un peu les Bretons. Il faisait chaud. Les deux équipes souffraient, mais l'équipe de Guingamp a peut-être un peu plus souffert de la chaleur que nous. Et du côté de Guingamp, Antoine Comboiré, la défaite est logique. On est tombé contre un Dijon bien plus fort que nous. On a été en grande difficulté physiquement. Et sur le plan de l'engagement, on a été en retard sur pas mal de situations, mentalement aussi, malgré le fait qu'on soit revenu au score. Il n'y a rien à dire sur la victoire. Il n'y a rien à dire sur la victoire des Dijon aujourd'hui. Je tiens à féliciter Dijon car ils ont fait un gros match. On a été en difficulté défensivement, on s'est fait transpercer pas mal de fois. Physiquement, on a été bousculé. C'est un match sans. On est retombé contre plus fort que nous. C'était les réactions d'Antoine Comboiré et également de Olivier Dalloglio. Eh bien, on va passer cette fois-ci au dernier match de cette 36e journée de Ligue 1. Eh bien, c'était l'Olympique de Marseille après sa qualification pour la finale de l'Europa League qui recevait l'équipe de Nice. Et ça s'est bien passé pour les Olympiens car ils vont s'imposer 2-1 dans cette rencontre. Avec des buts signés pourtant de l'OGC Nice dès la 5e minute de jeu par Mario Balotelli. Mario Balotelli d'ailleurs qui plaît beaucoup à Rudy Garcia. Et à la 13e minute de jeu, c'est Valère Germain, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué non plus, je pense que ça va lui faire du bien, qui marque l'égalisation de cette équipe de Marseille avant que l'inévitable Dimitri Payet ne donne la victoire à cette équipe de Marseille avec le second but. On va écouter tout de suite Rudy Garcia qui lui dit après la demi-finale, c'est une grosse performance car on est tombé sur une belle équipe de Nice. Et Lucien Favre, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on perd ce match. C'est une très grande victoire ce soir, parce qu'on a joué une très très bonne équipe de Nice, mais ça on le savait, et parce qu'on a été mené, et parce qu'on avait joué il y a 3 jours une demi-finale de Coupe d'Europe où on avait été obligé d'aller aux prolongations, qui avait été coûteuse en énergie physique et qui avait été coûteuse aussi sur le plan psychologique. Donc faire un match comme celui qu'ont fait les garçons ce soir, c'est juste admirable, voilà, et c'est encore une fois la victoire d'un groupe, parce qu'il y a beaucoup d'éléments positifs ce soir sur ceux qui ont débuté, qui n'avaient pas l'habitude de le faire, ou ceux qui sont entrés en jeu et qui nous ont aidés à gagner tout simplement. On était préparé quand une première mi-temps comme ça, qui donne peut-être tout en première, parce qu'ils savaient peut-être qu'en deuxième mi-temps ils auraient moins de jus, etc. Puis c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, on met un but très vite. Puis après, on oublie que ça continue. Sur le 1, on défend pas très bien collectivement. Et puis voilà. Donc c'est s'en prendre qu'à nous. Voilà, en deuxième mi-temps, c'était mieux, c'était plus posé, on était plus tranquille dans le jeu. On a plus joué, on n'a pas beaucoup d'occasions, mais c'était mieux dans l'ensemble. Parce qu'eux n'en ont pas beaucoup, à part le but. Eh bien oui, c'était l'Olympique de Marseille qui s'est imposé dans cette rencontre. On va regarder le classement avec premier en tête Paris Saint-Germain à 92 points, deuxième Lyon 75 points, troisième Monaco 74 points, quatrième Marseille 73 points. Et on retrouve pour les places de l'Europa League, cinquième position Rennes 54 points, sixième Saint-Etienne 52, septième Nice 51, huitième Montpellier également 49 points. Et on retrouve en bas de classement 18e Toulouse 34 points, 19e Troyes 32 points et 20e Metz 26 points. Le FC Metz est relégué en Ligue 2 avec au classement des buteurs Cavani 28 buts, Thauvin 20 buts et Neymar avec 19 buts. La prochaine journée aura lieu le samedi 12 mai, ce sera la 37e journée. Strasbourg-Lyon, tous les matchs auront lieu à 21h. Strasbourg-Lyon, Monaco-Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, Rennes, Bordeaux-Toulouse, Guingamp-Marseille, Montpellier-Troyes, Angers-Nantes, Lille-Dijon, Nice-Caen, Amiens, Metz.
Eh bien, on se retrouve pour parler justement... On se retrouve pour parler de la Ligue 2. On va s'intéresser bien évidemment au Football Club Sochaux-Montbéliard et ce qui s'est passé ce week-end. Et on va tout de suite envoyer le jingle Ligue 2. C'est parti. Allez, on part cette fois-ci direction la Ligue 2. On va s'intéresser à ce qui s'est passé ce week-end. Hein. Je vais déjà vous donner les résultats de ce week-end. Avec Tours qui a battu Lens 4-2. Le Havre est allé s'imposer du côté de Niort 1-0. Une belle performance du Havre dans l'optique de la 5e place. Également le Paris FC qui a battu Nancy 2-1. Reims est allé s'imposer du côté de Valenciennes 3-1. Orléans a battu Châteauroux 1-0. Auxerre, l'AC Ajaccio 1-0. Lorient a explosé Bourg-Péronnas 6-0. Un score fleuve pour les hommes d'Aurélien Fèvre. Et également Brest qui a battu Quevilly 2-0. Nîmes a battu le Gazélec Ajaccio et monte en Ligue 1 après 25 ans d'absence. Et puis on va retrouver en tous les cas toute cette Ligue 2. Mais on va tout de suite écouter la montée de Nîmes en Ligue 1. C'était ce vendredi avec cette victoire 4-0 face aux hommes d'Albert Cartier, le Gazélec Ajaccio. Et c'est fini, victoire 4-0 du Nîmes Olympique qui valide quasiment officiellement sa montée en Ligue 1. On est en attente de la fin du match du côté d'Auxerre. Pour l'instant, il y a un but partout entre Auxerre et l'AC Ajaccio. Les supporters nîmois qui envahissent la pelouse, forcément. Ils sont heureux, les supporters nîmois. Ça fait 25 ans qu'ils attendaient ça, les Nîmois. Une montée en Ligue 1. Les joueurs de Nîmes qui ont réussi tout ce qu'ils souhaitaient ce soir n'ont pas été inquiétés une seule fois. Baptiste Valette avec une rencontre très tranquille. Et oui, vous le voyez, c'est la fête. Les supporters qui célèbrent ça avec leurs joueurs, avec leurs héros. Le travail est bien fait. Ce sera compliqué pour le speaker de se faire entendre, de voir les supporters remonter en tribune. Petit à petit, les supporters qui vont retourner. Yassine Kadamoro qui enchaîne les selfies avec ses supporters. Les joueurs qui vont sans doute regagner les vestiaires, en tout cas comme ils le peuvent, avant peut-être de revenir fêter ça. On est un petit peu dans l'attente là entre les supporters qui sont sur la pelouse et à qui on va demander de retourner en tribune. Et on attend de voir la fin du match entre Auxerre et Ajaccio. Et oui, c'était la montée de cette équipe de Nîmes qui, bien évidemment, a fait une excellente saison et qui, en tout cas, retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine. On va écouter aussi les larmes d'un joueur, le meilleur buteur de Ligue 2, c'est Umut Bozok, qui a fait une grande saison également, lui aussi, avec cette équipe de Nîmes. Et vous allez écouter ce qu'il disait, parce qu'à la fin du match, bien sûr, il avait les larmes dans les yeux, parce qu'il revient de loin, ce joueur. Il a eu un parcours atypique, il n'a pas lâché. En tout cas, c'est un bon exemple pour tous les jeunes joueurs, pour tous les joueurs qui à un moment donné sont obligés de redescendre de division. Et ensuite, grâce au travail, ils arrivent à remonter. Et ils arrivent à être en tête du classement des buteurs de Ligue 2. Et surtout, peut-être que l'année prochaine, il aura un club de Ligue 1, ça c'est sûr, parce que de toute façon, Nîmes sera en Ligue 1. Mais peut-être qu'il aura aussi des propositions d'autres clubs. Et on va écouter justement Umut Bozok. Il n'a pas été conservé à Metz, il est passé par Marseille Consola, il arrive d'en bas. Et aujourd'hui, meilleur buteur de Ligue 2.
la Ligue 1 qui s'ouvre à lui. Et l'année prochaine, j'espère pour lui qu'il va faire un bon championnat. Avec vous, il faut le garder. Ah oui, nous on le veut, nous on le garde, hein, c'est la famille là. Faut rester alors. J'espère, j'espère. Ça serait un grand plaisir de rester dans ce club. Voilà, c'est plein d'émotions aujourd'hui, plein de sacrifices. Et avec ce groupe, c'est exceptionnel. On a vécu des périodes compliquées, mais aujourd'hui, c'est tout un collectif, c'est tout un peuple, c'est nos familles, c'est notre entourage. Pensez aux supporters qui sont là et ceux qui n'ont pas réussi à rentrer au stade. Voilà, c'est exceptionnel et j'espère que la fête sera belle. Ces larmes, elles sont fortes. On voit rarement un joueur pleurer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre tête? Je revais comme l'a dit Jérôme, ça fait il y a 2 ans de ça, j'étais en CFA2. Voilà, j'ai galéré, loin de ma famille, c'était pas facile. Aujourd'hui, je suis très heureux de vivre ça et mes proches sont tous là et c'est le plus important de vivre ça avec un peuple avec autant de ferveur, c'est exceptionnel. Et c'est une saison exceptionnelle de votre part également. Vous vous en rendez compte de ce que vous avez réussi à faire aussi? Avec du recul, je commence à... Voilà, je m'en rends compte petit à petit, je suis très content maintenant. Le plus important, c'est de fêter ça et maintenant on monte à Reims pour fêter ça avec eux sur le terrain. Bah oui, pour fêter ça avec Umut Bozo qui a eu un parcours, vous l'avez entendu, hein, il a passé quelques années en CFA2, il est redescendu, il a eu des moments de galère comme beaucoup de joueurs connaissent, ont connu et connaîtront sans doute hélas par la suite, mais l'important c'est comme dans tout dans le sport de ne rien lâcher. En tout cas c'est un bel exemple à suivre et puis à méditer aussi également quand on voit les jeunes joueurs qui veulent tout de suite atteindre les sommets. Et il y a des étapes aussi à franchir et en tout cas lui il les a franchies et en tout cas on lui souhaite bien évidemment d'évoluer au plus haut niveau et qu'il ait beaucoup de réussite dans son parcours. Allez, on va s'intéresser maintenant à une rencontre qui, j'espère, va susciter un petit peu d'intérêt à vos yeux. C'est bien évidemment, on va parler du football club Sochaux-Montbéliard qui recevait Clermont. Alors, on sait que les Sochaliens n'avaient forcément plus grand-chose à jouer dans cette Ligue 2, mais il faut quand même jouer jusqu'au dernier match. D'ailleurs, le dernier match, ce sera ce vendredi prochain face à Bourg-en-Bresse, où l'équipe de Soyons Sport sera présente en parkage sochalien. Et on va justement regarder ce qui s'est passé avec la victoire de Clermont, avec le triplé d'un joueur du côté de Clermont. C'est Pereira Lage qui marque dès la 7e minute de jeu. Un superbe but, il faut reconnaître, un très très beau but. Et c'est finalement Adolphe Tekeu à la 22e qui va égaliser pour cette équipe de Sochaux. Un but partout. Alors on se dit que peut-être que Sochaux va pour la dernière à domicile offrir en tous les cas une belle victoire pour tous les supporters qui étaient présents du côté du stade, malgré le fait que les Ultras ont boycotté cette rencontre. D'ailleurs du côté de Lens-Auxerre, il y aura aussi également la semaine prochaine un boycott des supporters lensois. Bon, ça c'était le petit aparté. Et également Pereira Lage qui va marquer à la 71e minute de jeu et à la 72e minute de jeu. Et oui, en 2 minutes, Sochaux a pris 2 buts. Alors, est-ce un manque de concentration? Moi, je pense plutôt que c'est physiquement que les Sochaliens, je pense qu'arrivés à la fin de la saison, je pense qu'ils sont cuits. C'est physique, je pense, le problème. En tout cas, je l'espère. Et on va écouter tout de suite le résumé de cette rencontre entre Sochaux et Clermont. Clermont, 6e de Dominos Ligue 2, se déplace sur le terrain de Sochaux, 10e des Clermontois à 1 point des barrages. Il leur faut absolument s'imposer pour rester dans la course à la montée. Les Auvergnats sont sur une défaite et un nul après 2 victoires, un léger ralentissement qui a coûté la place dans les 5 premiers. Le coup est toujours rattrapable, attention tout de même à Sochaux. Sur leur terrain, les Lyonceaux débutent bien les matchs en général, ils sont sur 3 matchs sans victoire et vont vouloir en gagner un avant la fin de la saison. Récupération de balle clermontoise dès les premiers instants. Une équipe auvergnate très décidée. Première opportunité pour Clermont, c'est sauvé par Maxence Prévost. Et les joueurs de Pascal Gastien continuent à se projeter vers l'avant, à avoir des occasions et à marquer. 7e minute, Mathias Pereira Lage inscrit son 8e but de la saison. C'est l'entame de match qu'il fallait pour se donner beaucoup d'espoir. Attention à la réaction de Sochaux. La perte de balle dans la défense clermontoise. Parade importante de Paul Bernardoni en 2 temps. Il réussit à sauver son équipe. Le corner qui suit permet d'avoir l'égalisation sochalienne. Adolphe Tekeu s'élève plus haut que tout le monde. Le défenseur international camerounais, champion d'Afrique avec sa sélection la saison dernière, marque son 2e but de la saison à la 22e minute. Sochaux est revenu. L'équipe de Peter Zeiler continue à avoir des opportunités. Elles ne sont pas toujours très précises. Et c'est bien Sochaux qui domine
Petite bêtise de Bernardoni, deuxième but pour Sochaux. Un but finalement refusé par l'arbitre Stéphanie Frappard. Clermont s'en sort bien sur cette séquence. Et ça ne décourage pas les joueurs locaux qui continuent à avoir des opportunités. Le centre est un petit peu trop fort. À la mi-temps, un but partout entre les deux équipes. Un résultat qui n'est pas suffisant pour Clermont. Pourtant le début de match avait été très réussi. Mais il va falloir faire encore beaucoup d'efforts pour obtenir la victoire de l'espoir pour Clermont. Un succès permettrait à coup sûr de rester dans la bonne dynamique et d'y croire jusqu'à la dernière journée. En seconde période, les Clermontois recommencent à attaquer comme au tout début du match. La défense de Sochaux est très bousculée. Ballon en retrait. La frappe est repoussée par Maxence Prévost. Nouvelle chance sur ce centre. Ballon au deuxième poteau. Frappe magnifique. Et le ballon qui échoue sur la barre transversale. Pas de réussite pour Clermont. Mais ça continue à aller de l'avant. Et à force d'avoir autant d'attaques, les Clermontois se disent bien que ça va finir par passer. Nouvelle frappe à bout portant qui n'est pas récompensée. Il était supplémentaire sur ce centre. Et voici enfin le but. Il est mérité sur la seconde période. Il est signé Mathias Pereira-Lage à 20 minutes de la fin. Un joli doublé pour lui. 9e but de la saison. Et Clermont qui repasse devant. Et ça continue pour l'équipe auvergnate avec ce centre et la reprise de Pereira-Lage. 1 minute après son deuxième but, c'est donc un triplé pour lui. Il en est à 10 buts. Et Clermont qui se détache définitivement. Succès de Clermont, 3-1 sur le terrain de Sochaux. Sochaux reste 10e alors que Clermont est 7e à 1 point des barrages. Un point des barrages pour cette équipe de Clermont, ce qu'on lui souhaite, qu'elle accède au barrage également. Nous, pour le moment, Sochaux est 10e avec 53 points. Bon, l'équipe est classée 10e. Je pense que on est à notre niveau cette saison. On espérait forcément plus de cette saison. Mais à un moment donné, on a espéré choper cette 5e place. Mais finalement, on restera bien à cette 10e place. Car Châteauroux, lui, est 9e avec 59 points. Donc, on finira 10e. Même en cas de victoire du côté du Bourg-Péronnas. Bourg-Péronnas, ce sera ce vendredi 11 mai. À partir de 20h45, on sera en parkage sochalien pour ce dernier match de la saison. On supportera Sochaux, même si on sait qu'il n'y a plus rien à jouer. Mais c'est important d'être toujours supporter du club dans les bons et surtout dans les mauvais moments. On va s'intéresser cette fois-ci aux réactions d'après-match du côté des entraîneurs, du côté de Gatien pour cette équipe de Clermont qui forcément lui est satisfait, même si Sochaux a fait une très très bonne première mi-temps et aurait pu mener au score à la pause sans problème. Mais en seconde mi-temps, les Sochaliens ont craqué, sans doute le physique. Et on va écouter justement la réaction également de Peter Zedler. Difficile, vous êtes gentil. Ça a été dur, une mi-temps ratée. On a perdu notre temps en première mi-temps, on a perdu 30 minutes. Pas du tout présent, on reculait trop, on a perdu tous les duels, on a perdu tous les peu de ballons qu'on récupérait, on leur redonnait. Bon, c'est aussi à cause d'eux, parce qu'ils nous ont imposé un pressing, un gros pressing, mais bon, je savais qu'on était capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait en première mi-temps. En tout cas, pendant les 30 premières minutes, c'était beaucoup mieux. Je pense que les 10 dernières minutes, c'était pas suffisant. Oui, alors je crois que la première mi-temps, après 2-3 actions offensives de Clermont, on a dominé. On a pas mal joué sans briller, mais on a parfois bien joué, pas seulement dans l'engagement, mais aussi côté tactique. Alors là, ils étaient surpris, notre adversaire. Malheureusement, on encaisse le but, mais heureusement, on égalise. Je crois qu'on doit mener à la mi-temps. On pourrait mener à la mi-temps. Tout le monde a vu, alors on ne s'est pas posé de questions. Alors pour l'effort physique, on a tout donné. Comme ça, c'était clair qu'à la fin, ça allait être un peu juste pour le côté physique. C'était le cas. Mais quand même, le moment décisif, c'était la grande occasion qu'a le Loup Robinet. On peut marquer le 2-1. On ne marque pas et après, oui, c'était difficile. On voulait
faire les 2 changements avec les 2 attaquants, Tousgar et Sao. Mais ils sont rentrés au mauvais moment, sans leur faire de reproches, mais c'était difficile. C'était pas l'effet voulu. Après, ils étaient très très dangereux côté droit, surtout avec ce joueur qui a joué ici, Honora. Comme ça, ils avaient déjà des occasions, c'était préparé. 2-1. Le problème, c'était tout de suite le 3e but. Comme ça, c'était réglé. Le public, il était très bon, il était derrière nous. Et comme ça, désolé vraiment pour cette défaite. Ça reflète un peu la saison parce qu'on a vu qu'on était à la hauteur, mais on est capable de dominer, de s'imposer. Parce que là, mon collègue que j'apprécie beaucoup, il a dit, bon, ils n'étaient pas là, mais il y a aussi un adversaire. Alors là, en première mi-temps, on avait la maîtrise. Malheureusement, on ne mène pas. C'est toujours comme ça. Avec ces efforts fournis, on ne mène pas, ça devient difficile. Oui, alors clairement, une très bonne équipe. On a vu les joueurs offensifs. À la fin, ils nous ont créé des problèmes. Et nous, à la fin, on pouvait plus accélérer. C'était joué. Après le 3-1, malheureusement, pour le public, pour nous, c'était réglé. Dommage, c'est un peu le reflet de la saison. Non, je crois, alors bon, on a dit, c'est pas encore le moment pour un bilan, mais on aurait été capable de jouer plus haut. Alors là, on n'est pas passé de loin, pour quand même le dire, mais bien sûr, il manquait dans les moments cruciaux cette saison. Il y en avait plusieurs, on n'était pas là, Ajaccio, etc., etc. Comme ça, et bon, les 2 derniers matchs, Lorient, vous avez vu, aujourd'hui, vous avez vu. Là, le manque quelque chose, mais j'étais quand même... on voulait tout donner pour notre public, pour nous aussi, et ça, on a fait. Malheureusement, les résultats, il s'agit pas seulement, mais il s'agit surtout de résultats. On ne peut pas être content comme ça, on est quand même un peu déçu. Mais vous l'avez dit, c'est quand même Sochaux est toujours ambitieux. J'espère le FC Sochaux bientôt va arriver en Ligue 1. Tout le monde en rêve, moi aussi. Mais les 4 dernières saisons, c'est quand même la meilleure saison. Alors il faut le dire comme ça, on peut pas. Je veux pas que cette déception, cette frustration domine, pas du tout. Mais pour ce soir, pour rester dans ce match de ce soir, on voulait mieux faire. On l'a montré notre capacité aussi, nos principes, mais bon, ils étaient plus forts à la fin, il faut le dire comme ça. Ils étaient plus forts, trop forts pour nous à la fin. Ouais, c'est pas le moment ce soir, là j'étais tellement... je suis toujours dans le match, il y a quand même une grande déception dans le vestiaire parce qu'on voulait montrer, on l'a vu en première mi-temps, on a vu cette volonté, cet esprit, ce groupe soudé. On va en parler la semaine prochaine, mais déjà je crois que c'est pas le moment de se projeter trop loin. On a encore un match important, surtout pour notre adversaire, Bourg-en-Bresse. Ils peuvent même descendre directement. Alors comme ça, on a le devoir de bien préparer cette semaine. On va le faire et jouer un bon dernier match. Mais désolé aussi, surtout on a vu le public qui était derrière nous. On a presque 9000 spectateurs. C'est ça, Sochaux. Et j'espère que le prochain match pour le prochain match, ça va être au mois de juillet, peut-être au mois d'août. Le FC Sochaux va gagner ici. Le FC Sochaux va gagner ici au mois d'août, comme dit Peter Zedler, qui n'a plus de voix. Donc j'espère pour lui qu'il a pris une bonne verveine à la fin du match et qu'il a récupéré sa voix. On le verra en tous les cas ce jeudi, car on sera du côté de l'entraînement, du côté du stade de Bonal. Et puis ce vendredi, on sera du côté de Bourg-en-Bresse-Péronas. On va bientôt appeler Alexis de Freitas, qui va justement nous parler des jeunes du club, des résultats qu'il y a eu ce week-end. Mais on avait oublié tout à l'heure de vous passer un petit extrait, car on n'en a pas parlé, mais il y a eu la grave blessure ce week-end, en tout cas en Europa League, de Laurent Koscielny en équipe de France. Et je ne vous ai pas passé les réactions justement d'Antoine Griezmann et également d'Alexandre Lacazette. Donc je vais vous les passer tout de suite. Apparemment, le tendon d'Achille a pété, donc voilà, ça sent pas trop bon pour la Coupe du Monde, mais voilà, je pense qu'il va faire un IRM ou je sais pas, et on verra, mais ouais, ça sent pas très bon. C'est sûr que c'est quelque chose que je souhaite à personne, et bon, il a eu la mauvaise chance d'avoir ça, en espérant que ça soit le moins possible. Ça sent mauvais, maintenant on va attendre les diagnostics en espérant que ça soit pas trop mauvais, mais ça part pas du bon pied. Eh oui, ça part pas du bon pied.
Et en tout cas, pour cette équipe, pour ce Laurent Koscielny. Et on va tout de suite prendre Alexis de Freitas qui va nous parler justement des jeunes du FC SM. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, ça va bien. Et quelques petits soucis techniques ce soir. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc on fait un peu comme on peut. On va dire qu'on est sur une jambe là. Ouais, l'important c'est que ça marche. On entendait déjà bien la radio. Moi j'écoute à la radio, donc c'est déjà le principal, même si c'est vrai que les réseaux sociaux sont aussi importants maintenant. Bah oui, c'est important. Et bon, c'est vrai que l'émission elle est enregistrée, donc elle sera rediffusée après. Mais bon, c'est toujours plus sympa de l'entendre en direct. Et ben on t'écoute justement sur ce qui s'est passé sur les équipes de jeunes du FCSM, car on arrive bientôt vers la fin des championnats, je suppose. Oui, bah c'est ça. Donc ce week-end c'était assez calme. On avait simplement 2 matchs, à savoir la réserve et les U15, puisque les U19 étaient au repos et les U17, le championnat est déjà terminé. Donc pour parler de la réserve, comme tu l'as dit, on est dans la fin du championnat, dans le sprint final, puisque Sochaux est encore en course pour la montée. Il reste plus que 2 journées, puisque donc là on a eu la 28e journée à Saint-Vit. Oh, ça va être... Donc un match à Saint-Vit où on a assez mal commencé, on a encaissé le premier but à la 20e minute. Donc on a concédé l'ouverture du score comme souvent ces derniers matchs, comme contre Auxerre, comme contre Louhans. Donc là par contre on a montré une réaction directe avec Archimède qui a égalisé je crois 2 minutes après l'ouverture du score des locaux. Archimède qui égalise sur un centre de Nicolas Ndemba. Après ça on arrive à prendre l'avantage avec Clément Payan sur un service d'Issouf Makalou. Clément Payan qui est entré en cours de jeu avant la première mi-temps suite à une sortie de Maxime Loichaud. Et hélas, on va encore concéder l'égalisation. Donc là, à 2-2, avec la série difficile qu'on avait actuellement avec cette défaite contre Auxerre, ce match nul contre Louhans, on aurait pu penser que ça aurait craqué. Il faut savoir en plus qu'offensivement, on est très affaibli toujours. À savoir qu'on a commencé le match avec Archimède titulaire en seul attaquant de pointe. Archimède qui a un U19 qui évoluera avec la réserve la saison prochaine puisqu'il est conservé. Et donc Archimède qui était seul en pointe, donc qui n'a pas forcément l'expérience en National 3, c'est pas une critique, pas du tout, mais c'est juste qu'il n'a que 2 titularisations en comptant ce match-là. Donc c'est sûr qu'on n'aurait pas pensé qu'on aurait pu être en difficulté, mais c'est Clément Payan qui va offrir le but de la victoire sur un service d'Isaac Mbedenstock. Isaac Mbedenstock également un U19 entré en cours de jeu. Donc c'est bien parce qu'on avait une équipe assez remaniée, à savoir qu'on était en 4-2-3 avec Aubin Loncage, Mbakata, Senadji, José Fossen-Demba en défense, Rosier, François en milieu défensif, Loichaud, Actas, Makalou, une ligne de 3 devant et Archimède. Bon, c'est vrai que comparé aux 11 auparavant, on avait quelques renforts avec le retour d'Actas, de Senadji, puis aussi Rosier et Martin François, notre paire de milieu défensif très costaud. Mais c'est vrai qu'offensivement, on n'est pas forcément aidé, avec notamment les blessures de Glenslin, des petites blessures de Robinet, Brian Lasme. C'est vrai que du coup, on est obligé de jouer avec 2 jeunes joueurs, mais c'est pas plus mal, puisque ça leur permet de découvrir la National 3, tout simplement, puisqu'ils joueront la saison prochaine. Je pense à Archimède, il y avait une Belenstock, il y avait Romain Sang. Bon, Romain Sang, il a plus d'expérience, on va dire, mais ça reste un U19. Il y avait des jeunes joueurs, donc c'est bien aussi, c'est aussi l'objectif. Même si en réserve, contrairement au U19, on a encore quelque chose à jouer. Puisqu'avec cette victoire, on est revenu à 4 points du deuxième, qui est Pontarlier. Donc le Dijon est toujours premier avec 54 points, mais Dijon ne peut pas monter. Dû au classement de son centre. Donc du coup c'est actuellement le deuxième qui monte, à savoir Pontarlier, donc on a 4 points, il reste 2 journées comme on l'a dit. On a un calendrier, j'ai envie de dire, assez en notre faveur, puisque on reçoit le FC Besançon qui est à la mi-tableau. Il me semble qu'ils sont 8-9e. Et après on va à Selonget pour finir, qui est 11e et qui joue son maintien. Donc c'est vrai qu'on n'a pas des grosses écuries, mais c'est quand même des matchs compliqués, mais on reste encore en course
Bon, le problème, c'est qu'il y a, comme on l'avait dit la semaine dernière, il y a pas mal d'équipes devant nous. On a Guignon qui a au même nombre de points que nous, mais qui a une meilleure différence de but. On a le Racing, Auxerre et Pontarlier qui ont des points d'avance sur nous, mais ça reste jouable et on ne sait jamais, il faut continuer à y croire. Donc, puis c'est surtout bien, là, c'est le contenu du match, on a été mené, on a su revenir, on a concédé l'égalisation, on a su prendre l'avantage et on a joué avec des jeunes joueurs des U19 qui découvrent le championnat, donc ça montre qu'il y a de la qualité et puis c'est encourageant pour la saison prochaine, même si on venait à rester en National 3. Après, au niveau des U15, eh bien, bon, eux, ils ont la première place, même si elle n'est pas encore assurée, mais ils sont sur une bonne série, à savoir qu'avant ce match, ils étaient sur 15 victoires en 18 journées, plus un nul, donc seulement 2 défaites. Les U15 qui recevaient le FC Monceau, donc Monceau qui est une équipe demi-tableau, je crois qu'ils sont 5e, ils sont dans la moitié de tableau. Donc un match où on pouvait faire mieux dans le contenu, on a gagné 3-1. Noah Pavillard, le premier buteur socialien, et Matteo Sanchez qui a inscrit un doublé. Donc ça permet pour le petit point stat à Matteo Sanchez de devenir le meilleur buteur de notre groupe avec 17 buts. Il devance Clément Rapoul qui a été meilleur buteur toute la saison avec 16 buts. Pour Matteo Sanchez, c'est vrai que c'est un deuxième année qui avait déjà montré de très bonnes choses la saison dernière. Avec le U15, il était souvent titulaire pour un jeune joueur, c'était déjà très encourageant, donc c'est pas surprenant. Mais après, non, c'est une victoire qui est aussi importante, puisque ça nous permet au classement de garder 4 points d'avance sur le DFCO. Le DFCO qui en plus s'est imposé contre Pontarlier ce week-end, donc c'est bien, on creuse l'écart. Il faut savoir qu'en U15, il reste, si je dis pas de bêtises, il doit rester 3 journées avec la journée qui arrive ce week-end. Donc on a 4 points d'avance, c'est bien, il faut garder cette première place, puisque cette année on ne pourra pas faire le doublé, puisqu'on a été éliminé très tôt de la coupe, c'était une déception. Donc c'est bien d'assurer le championnat, c'est surtout qu'on a un groupe assez relevé, il y a notamment Auxerre, il y a notamment Dijon, il y a de très bonnes équipes, pour citer que ces deux-là, mais il y a aussi Belfort qui est plutôt bon, il y a Never 58 qui est pas mal. Mais c'est vrai que bon, c'est bien, on a pris les devants, puis on continue, même dans des matchs compliqués, c'est vrai que ces dernières semaines c'est plutôt compliqué, contre la SPTT Dijon, contre Monceau, c'est pas des victoires faciles, que ce soit dans le contenu ou en termes de score, mais c'est des points qu'il faut prendre, et puis c'est bien pour les jeunes d'avoir aussi de la difficulté, ça prouve que, comme on le disait, il y a de très bons joueurs dans cette région. Bah oui, tu l'as dit, il y a de très bons joueurs dans cette région. C'est vrai qu'en National 3, c'est vraiment très serré avec le Racing Besançon qui s'est incliné sévèrement à Auxerre. C'était hier, on y était, donc on a pu voir ça 4-0. Et c'est vrai que c'est très serré, mais Pontarlier a quand même 2 matchs. On va dire que Pontarlier a, la National 2 au bout de ses pieds, au bout de ses crampons, car ils vont recevoir Saint-Vite qui est relégué, et ils vont recevoir également le Besançon Football qui, lui, n'a plus rien à jouer, en espérant que ces 2 équipes jouent le jeu et ne faussent pas le championnat, car c'est aussi important que les équipes jouent jusqu'au dernier match. Saint-Vite, c'est vrai qu'on les a vus, moi je les ai trouvés assez sérieux, ils nous ont posé des problèmes. Après, c'est vrai que Sochaux a joué de son expérience, avait le renfort de quelques joueurs qui nous ont aidés dans la maîtrise du jeu, il faut aussi dire ce qui est. C'est là qu'on voit que, par exemple, des joueurs professionnels ou des joueurs qui ont beaucoup d'expérience dans cette division apportent un plus. C'est peut-être ce qui nous a manqué ces dernières semaines. Le fait d'avoir des joueurs comme Martin François, comme Rosier, comme Axitas, c'est sûr que ça apporte forcément un plus. Tu le ressens dans le jeu parce qu'on a été malmenés et puis au fil du match, on a pris la maîtrise et c'est vrai qu'on les a mis en difficulté, mais c'est une équipe qui m'a fait bonne impression et c'est vrai que sans ces joueurs-là, je ne sais pas si on s'en serait sorti, parce qu'on s'en est sorti quand même difficilement. Donc moi, je pense qu'ils peuvent poser des problèmes à Pontarlier et je l'espère pour la réserve de Sochaux, justement. Bah oui, mais pour toutes les autres équipes également. Et il y a aussi un autre match ce mardi, c'est les 8e de finale de la Coupe de Franche-Comté avec oui, tout à fait. Le FCSM qui se déplacera du côté de Vesoul. Donc normalement, je devrais y être. Parce qu'ils se sont qualifiés la semaine dernière. C'était un match en retard et on n'en a pas parlé, mais on va parler rapidement. Ils se sont qualifiés. Ils jouaient contre le FC 4 Rivières 70. Et ils se sont qualifiés 1-0. Pareil, un match compliqué. C'est Gaëtan Boeuf qui a marqué, mais on avait un 11 très remanié, il faut le dire, avec notamment la présence
de quelques jeunes joueurs. Je pense à on avait une charnière centrale inédite avec Zepekin, Bedenstock. Il y avait la présence de Le Sueur, Guéhin, Lambolet. C'est une compétition qu'on joue à fond évidemment, mais une compétition qui nous permet de faire tourner l'effectif. Et c'est bien, ça donne du temps de jeu à des jeunes joueurs des U19 ou des joueurs qui ont moins de temps de jeu, qui sont plus remplaçants. Puis ça leur permet de se frotter contre de très très bonnes équipes qui quand ils jouent contre Sochaux, sont forcément très motivés, avec un public à fond derrière. Et il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui ont entre 30 et 40 ans. Et c'est vrai que c'est très difficile de les bouger, surtout quand tu découvres ce niveau-là et que tu manques même peut-être de temps de jeu. C'est vrai que c'est une coupe qui est très importante pour nous. Ça nous permet vraiment de faire une revue d'effectifs et puis même d'améliorer, d'aider nos jeunes à se perfectionner. Et donc oui, comme tu l'as dit, ils sont qualifiés et on jouera à Vesoul. C'est demain. C'est demain à partir de 15h, où l'UFC 4-Rivières qui est deuxième en LR2 dans le groupe du FC Vesoul qui est premier et qui est coaché par Stéphane Mahé, ancien joueur professionnel avec un beau CV. Donc ça devrait... oui, ça serait une belle affiche à voir. Puis c'est surtout, oui, comme je l'ai dit, c'est l'occasion aussi de découvrir certains joueurs. Il y aura sans doute pas mal de joueurs U19 qui joueront l'année prochaine en F3. Puis quelques cadres, je pense à Mbakata qui était capitaine au dernier match de coupe. Peut-être Rosier aime bien faire ces matchs-là aussi. Donc ouais, c'est un match qui peut être intéressant à voir pour découvrir des jeunes joueurs qui seront l'année prochaine dans le groupe réserve, qui sont actuellement U19 notamment. Donc je pense que cette équipe va être coachée par Omar Daf demain. Oui, c'est ça. Ce sera le duo de la réserve habituel, Omar Daf et Brice Morin, l'entraîneur des gardiens, coach adjoint d'Omar Daf. Eh ben c'est parfait, on se fera un plaisir en tout cas de les revoir ce mardi du côté de Vesoul, en espérant que la météo soit clémente, mais normalement il devrait faire très beau. Eh ben merci beaucoup Alexis De Freitas, puis on te retrouvera sans doute la semaine prochaine pour la dernière. Pour la dernière, voilà. C'est ça, la dernière, car il n'y aura plus de championnat pendant quelques mois, on va revenir. Ça revient vite. Hein. Oui. Puis là il y a la Coupe du Monde, ça va aider à passer le temps, on va dire. Exactement, en espérant qu'on fasse une belle Coupe du Monde, malgré qu'on ait perdu Laurent Koscielny, ce qui va sans doute être préjudiciable pour cette équipe de France. Oui, c'est sûr, oui. Eh ben, merci beaucoup Alexis, on te souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve lundi prochain. Bon, je vais pas te dire le même lieu, le lieu c'est sûr, la même heure peut-être pas. ça dépendra de ce qui va se passer, quels invités on aura dans cette émission. Et puis si on n'a pas de problème technique, surtout. Ça marche, bonne semaine à vous, puis à lundi. Merci Alexis, bonne semaine à toi et puis à lundi prochain. C'était Alexis De Freitas qui nous parlait justement des jeunes joueurs du FCSM, car c'est important aussi également les jeunes joueurs, car c'est aussi l'avenir du club sochalien, même si on sait que l'avenir... on sait qu'il y a des Espagnols du Baskonia Alavés qui sont là et qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde. Et il y a aussi beaucoup de turbulences dans le club sochalien. Mais on espère que tout va rentrer dans l'ordre dans les semaines à venir, ne serait-ce que pour le bien du club et que tout le monde aille dans le même sens. Donc, ce qui serait bien, c'est que les nouveaux dirigeants espagnols fassent une table ronde et invitent tout le monde autour de la table et qu'on pose les problèmes et surtout qu'on les règle, car ça serait sans doute la meilleure des solutions, et non seulement pour le club sochalien, pour les supporters, pour tout le monde, qu'on retrouve un petit peu de stabilité et de calme et de sérénité dans le club sochalien. On sait bien qu'avec l'actionnaire, c'est en tous les cas très très compliqué. Eh bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne. Enfin, on va quand même vous donner le programme de la prochaine journée, en attendant que certains, peut-être, nous appellent, prennent contact avec nous au 03 81 50 67 51. N'hésitez pas à nous appeler pour nous parler du club, du Football Club Sochaux Montbéliard. Est-ce que vous avez aimé cette saison qui est presque terminée? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on peut juste peut-être émettre une critique quand même avec bien sûr les buts qu'ont encaissé cette saison le FC Sochaux Montbéliard, car on va dire que le problème quand même est la défense sochalienne, avec 60 buts encaissés, ce qui est quand même assez énorme. Quand on regarde le prorata des autres équipes, Reims monte en Ligue 1 avec 22 buts encaissés, Nîmes n'en a encaissé que 35. Alors le ratio, Reims en a mis 72 et on a encaissé 22, donc ça fait une différence de but de plus 50.
Nîmes, on a marqué 73 et on a encaissé 35, ce qui fait donc plus 38, alors que Sochaux, lui, a une différence de but de moins 10 en ayant marqué 50 buts et en encaissant, en tout cas pour le moment, 60 buts. Donc ça fait beaucoup. Il est certain que quand on encaisse 2 buts par match, difficile de gagner ensuite les rencontres. La semaine prochaine, la dernière journée, la 38e journée avec à 20h45 le Clermont Foot qui recevra le Paris FC. Là, c'est encore un gros match. Le Paris FC est 8e avec 60 points et pourrait aussi se rapprocher de la 5e place, mais ça va être compliqué pour le club parisien. Le Havre-Tours, Bourg-Péronnas, évidemment Sochaux. Donc je vous invite... même si on sait qu'il n'y a plus rien à jouer pour le club socialien, de vous déplacer du côté de Bourg-Péronnas. C'est pas très loin. Donc on peut y aller en covoiturage, on peut y aller aussi avec les bus du supporter club, des ultras aussi également, de la tribune nord qui organise aussi des déplacements. Donc renseignez-vous, je pense qu'il y a assez de réseaux sociaux pour trouver les informations qu'il vous faut. Donc venez en parkage, c'est toujours sympa, c'est toujours la convivialité, on passe un excellent moment car nos couleurs sont jaune et bleu et on supporte ce club, même si tout n'est pas forcément rose en ce moment, mais en tout cas on le suit, on en parle. Et comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, que le club allait mourir, non, ce club ne mourra pas. Donc il faut arrêter, je pense, de dire de telles bêtises sur les différents sites que je peux voir. Ce club, non, ne mourra pas, c'est sûr. On est dans une zone de turbulence. Sochaux, on a déjà connu, peut-être pas au niveau de l'actionnariat, mais ils en ont connu sportivement et on s'est toujours relevé et on s'en relèvera encore. Nancy recevra Orléans à 20h45, ça va être un gros match aussi pour cette équipe de Nancy qui n'a pas le droit à l'erreur. On aura aussi l'AC Ajaccio qui recevra Niort, Lens Auxerre avec, comme je le disais tout à l'heure, un boycott des supporters lensois, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de monde dans l'enceinte du stade de Bollaert. Il y aura également Châteauroux qui recevra Brest à 20h45, le Gazélec Ajaccio d'Albert Cartier qui recevra Valenciennes. Le Gazélec qui est sauvé avec 15e avec 41 points. On a également Reims-Nîmes. Bon, là, c'est un match où les deux équipes montent en Ligue 1, donc ça va jouer en claquette, à mon avis. Quevilly-Lorient, même si je pense que Reims aura envie de terminer sur une victoire du côté et de prendre, en tout cas de mettre un score, on va dire, de partir avec 90 points en Ligue 2. Et on aura également Quevilly qui recevra Lorient, et ça, c'est un gros match pour Lorient qui doit absolument s'imposer s'il veut prendre la place du Havre, en espérant que le Havre ne s'impose pas pour eux. Eh bien, appelez-nous 03 81 50 67 51 si vous voulez nous en dire plus justement sur le football club Sochaux-Montbéliard. Sinon, on va continuer un petit peu cette émission et on va parler, en tout cas, comme le rappelait Alexis tout à l'heure, de ce qui s'est passé en National 3 ce week-end, car il y a eu beaucoup de choses. On va tout d'abord... vous donner les résultats de ce week-end, de cette 28e journée. Avec Guignon qui s'est imposé, c'était ce vendredi 4 mai, à 19h30, qui s'impose 1-0 face à la réserve de Dijon. Ce dimanche 6 mai, toutes les rencontres avaient lieu à 15h, avec Louan Cuiseau qui s'est incliné chez lui face à l'équipe du CA Pontarlier, avec un doublé pour Jérémy Courtet, qui il s'impose 2-1 du côté de Louan Cuiseau. On a également, comme l'a rappelé tout à l'heure Alexis, Sochaux qui est allé s'imposer du côté de Saint-Vite 3-2. On a Selonget qui a cartonné le Clémenceau Besançon 9-1. On a également Jura-Dolois qui fait un beau parcours cette saison et qui s'est imposé face à Saint-Apollinaire 3-1. Et Avalon est venu s'imposer du côté du Stade Léo-Lagrange face au Besançon Football 3-1. Et l'équipe de Soyons Sport, elle était du côté d'Auxerre dans un match où il y avait de l'enjeu pour la montée. Et c'est finalement le Racing Besançon qui s'incline assez sévèrement 4-0. Alors que Mohamed Bentar, à quelques minutes de la pause, touchait le poteau. 2 minutes plus tard, c'est Joe Bava, le joueur professionnel de cette équipe d'Auxerre, qui surprenait la défense du Racing et provoquait un penalty transformé par lui-même. Et ensuite, en seconde période, à la 60e minute de jeu, c'est également Méry du côté d'Auxerre qui doublait la mise avant que Bizet ne s'offre un doublé.
Donc à la 77e et 81e minute de jeu, ce qui clôt le résultat final pour cette équipe d'Auxerre qui s'impose largement et surtout qui revient dans ce classement avec en première position la réserve de Dijon avec 54 points. On a également deuxième Pontarlier avec 52 points. Troisième Auxerre avec 51 points. Quatrième le Racing Besançon 50 points. On a ensuite en 5e position Guignon 48 points, 6e Sochaux 48 points et 7e Louhans-Cuiseaux avec 47 points, dont tout est vraiment serré, avec 8e le Besançon Football qui lui est à 36 points, Jura-Dolois est 9e avec 35 points et en bas de classement on retrouve 14e Saint-Vite 18 points relégué et également 15e le Clémenceau Besançon qui lui était déjà relégué depuis sa défaite face à Auxerre. Eh bien, on va regarder tout de suite ce qui va se passer. On va regarder les rencontres de cette 29e journée avec Guignon qui se déplacera du côté de Saint-Apollinaire. Ce sera le samedi 12 mai à partir de 18h. Toutes les rencontres auront lieu à la même heure, sauf bien sûr pour Jura-Dolois qui lui sera exempt. On a également la réserve de Dijon qui sera opposée, elle, à la réserve d'Auxerre. On a le Racing Besançon, ça se passera donc du côté du stade de Léo Lagrange à 18h. Donc venez nombreuses et nombreux, ce sera le dernier match du Racing Besançon à domicile pour cette saison et qui recevra Louhans-Cuiseaux d'un certain Basile de Carvalho qu'on a bien connu du côté du FC Sochaux Montbéliard. Donc on essaiera d'avoir une interview avec l'ancien joueur du FCSM. Et également la réserve de Sochaux, comme l'a dit tout à l'heure Alexis, qui recevra le Besançon Football. On a également Avallon qui recevra Selonget. Pontarlier lui recevra Saint-Vite, le Clémenceau Besançon recevra Quetigny. En tout cas, on espère que toutes les équipes joueront le jeu et ne fausseront pas le championnat en cette fin de saison. On sait tous que quand une équipe est reléguée ou n'a plus rien à jouer, forcément, on arrive peut-être un petit peu, pas forcément en dilettante, mais on a moins peut-être envie de faire les efforts, mais en tout cas, il faut les faire et il faut respecter le championnat et surtout respecter les autres équipes en pratiquant son football, car quand on est compétiteur, quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner même s'il n'y a plus rien à jouer. La gagne, c'est important et c'est aussi une culture. Allez, on va justement revenir sur la rencontre entre le Racing Besançon et Auxerre et on va écouter l'entraîneur du Racing Besançon, Alexandre Pep, qui nous a fait la gentillesse et en tout cas beaucoup de gentillesse à la fin de cette partie pour nous donner sa réaction d'après-match. Pas toujours évident de réagir à chaud, en tout cas il l'a fait pour nous. On est avec Alexandre Pep ici au stade de la GIA. C'était un match face à la GIA aujourd'hui, perdu 4-0. Sévère défaite aujourd'hui parce qu'on a vu une bonne première mi-temps avec le poteau de Mohamed Bentar et ensuite le penalty. Le match, on a l'impression, tourne à ce moment-là. Bonsoir, oui, je pense que le match tourne en fin de première mi-temps où on a une frappe sur le poteau de Momo et derrière on prend un penalty 3-4 minutes plus tard. Aujourd'hui je pense que la victoire est méritée pour la GIA. Et on a fait 35 très bonnes premières minutes et puis après la chaleur, le fait d'avoir deux absents au milieu de terrain dans le cœur du jeu nous a fait très mal aujourd'hui. Et même si les joueurs qui ont joué à la place ont fait le maximum et on peut rien leur reprocher. Mais ça a été compliqué un petit peu dans le cœur du jeu à partir de la fin de première mi-temps. Et en deuxième, je dirais que le deuxième but nous a fait très très mal. Et après, tout s'est enchaîné un petit peu contre nous. Et voilà, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Et ce soir, la victoire est méritée pour Auxerre. Comment on peut l'expliquer cette défaite? La pression peut-être, non? Ou alors c'est vraiment les absents ce soir ou c'est un jour sans? Non, franchement aucune pression parce que quand je vois la première demi-heure qu'on a fait, c'est sûrement la première demi-heure la meilleure de la saison. Dommage qu'on n'a pas été récompensé de l'ouverture du score. Donc voilà, non, il n'y a pas d'explication particulière. La déception d'avoir frappé sur le poteau, d'avoir encaissé un but derrière. Et puis je dirais que le manque de ressources aujourd'hui au niveau de l'effectif nous a fait mal. Et voilà, on n'avait pas perdu depuis le mois de janvier, il fallait bien que ça arrive un jour. Ça arrive un petit peu tard, mais c'est comme ça, c'est les aléas du jeu. C'est dommage de pratiquement mourir à si peu de l'arrivée, mais ça fait partie du jeu. Et c'est un match et une saison qui me donnera beaucoup d'indications pour la saison prochaine. Donc pour la montée, c'est terminé aujourd'hui? C'est un peu ça le discours?
Non, c'est pas terminé aujourd'hui, mais quand il reste 2 journées et qu'on connaît les adversaires de nos poursuivants, je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, on va jouer le coup à fond. S'il reste une chance, on la jouera à fond. On n'était pas dans cet objectif-là en tout début de saison. Maintenant, c'est vrai que quand on y goûte et puis qu'on est si près du but, on a envie d'y aller. Donc il y aura une déception, mais notre saison est déjà... ouais, c'est déjà une belle saison. Mais je vous dis, ce match d'aujourd'hui, le contexte dans lequel on a perdu, m'a donné quelques signaux que je garderai pour moi, pour la saison prochaine. Parce que quand on joue comme dans un club comme le Racing Besançon, on se doit d'être beaucoup plus déterminé, beaucoup plus compétiteur. Voilà. Alors, je suppose que les joueurs doivent être abattus à la fin de cette rencontre dans le vestiaire. Quel était justement ton discours ? Pas de discours à chaud, c'est inutile. Non, c'est inutile de parler à chaud. Voilà, je suis très très fier de mes joueurs, même si aujourd'hui on a perdu 4-0. Franchement, je leur tire mon chapeau pour ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et maintenant, il nous reste encore 3 matchs pour terminer à la meilleure place possible. Et puis, on fera un bilan de cette saison d'ici une quinzaine de jours. Mais je peux rassurer les supporters du Racing, il y aura encore de beaux jours pour ce club dès la saison prochaine. Et puis peut-être en fin de saison, j'espère. Oui, avec le prochain match justement face à Louan-Cuiseaux, le dernier match contre Saint-Vite. Oui, voilà, on va essayer de faire une énorme fête à nos supporters pour le dernier match. On va remettre les têtes à l'endroit la semaine prochaine. On va essayer de soigner les blessés. On va essayer de récupérer les absents d'aujourd'hui, qui n'étaient pas blessés, mais qui étaient absents quand même. Et puis on va essayer de finir la saison dans les meilleures conditions. Merci Alexandre, on se retrouvera contre Louan-Cuiseaux ce samedi à partir des 18h au stade Léo Lagrange. Merci beaucoup. Louan-Cuiseaux, oui, c'était bien ça. J'ai eu un peu de mal à le prononcer. Bon, il faisait très chaud du côté d'Auxerre. C'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, bon, cette équipe du Racing Besançon s'est inclinée. Mais on est persuadé qu'elle va se reprendre ce samedi du côté du stade Léo Lagrange. Car il reste encore 2 matchs et on ne sait jamais en football. On sait que rien n'est jamais vraiment acquis. Et en tout cas, tout peut se passer. C'est pour ça qu'on aime aussi ce sport. Et on aime aussi les autres sports, justement. On va parler maintenant, handball. Handball avec une nouvelle bien triste, car le Grand Besançon du handball va quitter la Pro League après son dernier match du côté du Palais des Sports devant plus de 3000 supporters, en tout cas spectateurs qui étaient présents dans l'enceinte du Palais des Sports Gagny-Yalouz. On a vécu forcément un grand match avec le GBDH qui a par moments augmenté son avance face à Chartres, un +3 souvent, et finalement ils ont craqué en fin de seconde période, les Bisontins, et c'est pour s'incliner 23 à 26. Donc forcément, il y a eu beaucoup d'émotions à la fin avec les larmes du président Christophe Vichot, réconforté bien évidemment par 2 hommes exceptionnels, 2 hommes de valeur, Sylvain Rognon et également Ilya Komnenovic, qui j'espère resteront au club justement pour transmettre ces valeurs, car c'est très important. Ce sont 2 joueurs, 2 excellents joueurs également, mais aussi 2 personnes de valeur, et on espère qu'elles resteront dans le club bisontin, car il faut aussi, c'est 2 joueurs qui ont aussi beaucoup d'expérience et qui peuvent amener aux plus jeunes pour l'avenir du club, car c'est bien sûr la jeunesse, les jeunes joueurs qui formeront plus tard à l'avenir de ce club. Et bien sûr, on sait qu'Alain Porte avait décidé donc de quitter le GBDH à la fin de la saison. D'ailleurs, on le remercie, nous, Soyons Sport, car on a toujours eu des réactions après match, et en tout cas, c'est quelqu'un avec qui on gardera contact, car c'était une belle personne. Et également, le club a trouvé son remplaçant. Ce sera donc le Bosniaque Dragan Zvoko. Voilà ce qu'il disait sur justement le site Hand News, où il a donné ses premières réactions. Il dit: le projet est fondateur, c'est sur lui que tout repose, la philosophie et le sens de notre activité. C'est ce qu'a bien sûr confié Dragan Zvoko il y a 4 ans, lors d'une série, lors de leur série qui était consacrée au rôle d'entraîneur. C'est vrai que
Le technicien va désormais avoir l'occasion de construire, puis de donner vie au nouveau projet de Besançon, dont il va devenir bien sûr l'entraîneur la saison prochaine, car le club est relégué en National 1. Alors il dit « Je suis un homme de projet ». J'ai la capacité de construire son ingénierie, de l'incarner, de l'animer et de lui donner son caractère de développement. Nous savons qu'il va de pair avec son actualisation et les enjeux associés au modèle économique du handball. Et quand cela va de pair avec les ambitions et les projets du club, quand les dirigeants te font confiance et te confient les clés du camion, que tu vois ce magnifique public et que tu sais que Besançon est une terre de handball, tu ne peux pas refuser de construire ce projet avec le GBDH, oui, car il était présent donc ce vendredi dans les tribunes. Dans les travées du Palais des Sports Gagny-Yalouz, et forcément il y avait une superbe ambiance avec les 3000 personnes présentes, même si ça n'a pas forcément changé la donne en fin de partie. Et il déclare aussi « Mes ambitions vont dans le sens de celles je vais reprendre. Mes ambitions vont dans le sens de celles du club. Il faudra d'abord construire une équipe pour remonter en Pro League, mais aussi reconstruire la filière des jeunes. Lorsque nous serons en D2, il sera alors temps de rêver aux playoffs. Mais nous n'en sommes pas là forcément. Pour en arriver là, il y aura aussi du travail pour l'entraîneur. Donc l'entraîneur Dragan Zvoko, à qui on souhaite la bienvenue dans la capitale comtoise. Et n'oubliez pas, le 16 mai, il y aura aussi également un gros match que vous pourrez suivre sans doute à la télévision, soit sur beIN Sport, ou c'est la chaîne qui retransmet souvent le handball. Et ben, ce sont les filles de l'ESBF qui se déplaceront en avion, car Raphaël Tervel a réussi à faire, en tout cas à avoir un avion pour se rendre du côté de Brest, donc bien joué, ça évite aussi beaucoup de fatigue, et un match très important car elles ont un +4 pour le moment, donc on espère qu'elles le conserveront. Ça sera du côté de Brest, ça sera forcément un gros match avant de retrouver peut-être en phase aller-retour une affiche d'antan avec ESBF Metz et Metz ESBF. Ça pourrait être assez sympathique. En tout cas, ça provoquerait une belle ferveur du côté du Palais des Sports. Eh bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire ce soir en ce qui concerne le sport. On est désolé pour les problèmes techniques sur le Facebook Live. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. En tout cas, on peut nous voir, mais on ne peut pas nous écouter, ce qui est quand même assez dommageable. Donc, on va essayer de régler ce problème technique pour la dernière émission, que tout soit OK. Mais bon, c'est les aléas du direct. Nous sommes une radio associative. On n'a pas forcément les moyens des grandes radios. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut. On se débrouille avec quelques bouts de scotch, comme dirait Yves Nachin, que je salue, et quelques bouts de ficelle. Mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, et surtout n'oubliez pas, vendredi il y a un match du côté de Bourg-en-Bresse, donc si vous n'avez jamais été en parkage, venez supporter cette équipe de Sochaux. C'est très sympa, très convivial, en plus c'est pas très loin, on est vite de retour. Et puis vous allez vivre une belle ambiance, même s'il n'y a plus rien à jouer pour Sochaux. Il y aura par contre la vie d'un club, c'est celle de Bourg-en-Bresse, qui lui jouera son avenir en Ligue 2, et on salue bien évidemment Aurélien Fèvre. Et puis, on se retrouve lundi prochain, 18h, avec quelques invités. On va essayer de finir en beauté cette saison avant de partir en vacances, entre guillemets, mais en tout cas en vacances sportives. Merci à toutes et à tous. Et puis, on va se quitter, bien évidemment, sur le traditionnel Allez Sochaux. Apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si c'est pas vous